Bonjour à tous, Franck Muller à Lyon, et nous sommes dimanche 8 décembre. 8 décembre qui est une date un peu spécifique à la région lyonnaise. Euh, c'est la fête des Illuminations. Enfin, c'était d'abord la fête de la Vierge, mais comme il fallait laïciser, ça a été la fête des Lumières. Voilà. Bon, je passe. Euh, Dites-moi, Macron savait-il qu'il allait faire marcher les Français dans la rue pendant de longs mois, qu'ils soient gilets jaunes ou syndicats? Il allait nous faire marcher pendant des mois et des mois à cause de ces réformes. On peut se demander d'ailleurs si le fait de baptiser son mouvement En Marche, ben oui, il nous a mis en marche, hein. Et les Français ont fait des kilomètres et des kilomètres tous les samedis, en semaine également. Voilà, bon, c'est un petit trait d'humour. Alors, nous avons appris il y a quelques jours que Jean-Paul Delevoye, le ministre qui est chargé des retraites au gouvernement, nous a expliqué que pour équilibrer la population active, l'Europe aura besoin, dans les 30 ans qui viennent, de 50 millions de travailleurs immigrés. Non mais attendez, je rêve. On n'arrive déjà pas à trouver du boulot à des gens qui sont au chômage, qui sont de culture européenne, dans le cas de la France, qui sont allés à l'école, qui connaissent les us et coutumes de notre civilisation, entre guillemets. Et on va faire venir des gens qui parfois n'ont pas la maîtrise de la langue française, n'ont absolument pas la maîtrise de nos coutumes, qui n'ont pas la maîtrise de certaines consignes de sécurité qu'on peut être dans la vie professionnelle, en usine ou sur les chantiers. Quand on voit comment se passent certains chantiers dans certains pays est très éloigné, et où la vie d'un homme compte relativement peu. Il n'y a qu'à voir les chantiers en Arabie Saoudite ou au Qatar pour faire des stades, le nombre de morts qu'il peut y avoir. Donc on va faire venir des gens comme ça. Non, mais c'est que des gens à des postes si élevés osent dire de pareilles conneries. Oui, il y a un déficit nataliste, oui, mais est-ce qu'on fait quelque chose pour en corriger la natalité? Vous voyez là, quand il y a des problèmes et tout, des grèves dans les écoles, les crèches et tout, ils font quoi les parents avec leurs gamins? Ils sont obligés de prendre des jours, s'arrêter de travailler pour garder leurs enfants. Rien n'est fait pour faciliter la vie des pères et des mères de famille. Voilà. Bon. Donc déficit de natalité, oui, bien sûr. Et puis de toute façon, quand on voit des travailleurs immigrés, ils sont d'abord immigrés, travailleurs, au bout d'un certain moment, mais et de toute façon, s'ils n'ont pas les bases pour la vie en société en Europe continentale, en Occident, comme on dit, comment voulez-vous qu'ils puissent s'en sortir? À part faire la plonge dans des restaurants, faire vraiment des travails ingrats et ingrats. Mais c'est pas avec ça que ça va rééquilibrer l'argent qui nous manque pour nos retraites. Enfin bon, c'est ainsi, les conneries se ramassent à la pelle. Je voudrais revenir à une chose. Les paroles de Macron en 2007, pas de Macron, vous voyez, lapsus, mais en fin de compte, c'est le même but. Fillon en 2016, qui nous dit « Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. » Puis dit-il à propos du système par points, il permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue, cela permet de baisser chaque année le montant, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Dont acte. Bien, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Dans cette réforme, il n'y a que des perdants. On peut comprendre le sentiment de frustration oui, actuel des Français qui ne cesse, et cela depuis le commencement, qui ne cesse d'exister depuis le commencement de l'action des Gilets jaunes. Et les Français ont raison de se soucier de l'avenir de leur retraite. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme? La retraite à points, c'est nulle part ailleurs, je crois. Le même calcul pour tout le monde, pour toutes les catégories du métier, peut-être en Corée du Nord et encore. Mais dans aucun autre État, il y a un régime unique de retraite. Ce n'est pas une réforme du système de retraite, c'est simplement un moyen de faire baisser les pensions. Et pour faire illusion, il nous dit que c'est un peu plus de justice, mais tout est à revoir dans les retraites. D'ailleurs, il faut voir
jouer sur la capacité de décision des individus. Est-ce que je veux cotiser? Combien je veux cotiser? Quand est-ce que je voudrais partir à la retraite? Il y a peut-être une part de capitalisation aussi à prévoir. Et encore, si la bourse tient, quand est-ce que je voudrais partir à la retraite? La solidarité à l'égard des plus fragiles, mais la solidarité à l'égard des plus fragiles, elle doit passer par l'impôt. C'est du domaine de l'État. C'est pas les caisses de retraite, c'est pas avec vos cotisations qu'on va payer les retraites des gens qui n'ont jamais cotisé. C'est très ambigu. Les cotisations doivent servir aux gens qui ont cotisé pendant 40, 43 ans. Donc de toute façon, comment dire, on fait une réforme, mais pour rien, parce qu'en fin de compte, maintenant on est en train de vous dire que cela prendra effet pour les personnes qui vont rentrer sur le marché du travail maintenant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette retraite sera effective en 2050. Tout ça pour rien. Attends, c'est un truc de fou, quoi. Bon, je sais pas. Le système de retraite, en fin de compte, c'est la solidarité entre les générations, en faisant cotiser les actifs actuels pour financer la pension des retraités. Il garantit donc un certain niveau de pension, enfin, quoique avec Macron, elles ont plutôt baissé, hein, grâce à la CSG, enfin, la hausse de la CSG qui venait déduire le montant des retraites. C'est quand même quelque part un contrat de confiance que tout retraité et tout actif passe avec l'État et la nation pour garantir ses vieux jours. Et donc, il y a eu de nombreux efforts des Français pour équilibrer le système en travaillant, en cotisant plus longtemps avec les différentes réformes, puisqu'on est passé maintenant à 43 ans de cotisation. Alors, il faut corriger certaines injustices. Vous vous rendez compte que des compatriotes ayant travaillé durement toute leur vie ont des pensions indignes des richesses qu'ils ont apportées à la France. Certains employés, certains ouvriers, artisans. Par contre, certains étrangers qui n'ont jamais cotisé pour notre système social ont droit au minimum vieillesse, ce qu'on appelle l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, hein, et qui est supérieure parfois à certaines retraites d'agriculteurs qui en sont à 300 ou 400 euros. Les retraites de femmes sont 39% inférieures à celles des hommes. Les personnes ayant travaillé toute leur carrière avec leur conjoint, sans que leur conjoint elle-même ait cotisé, eh ben, ces gens-là sont très pénalisés. Les veuves et les veufs ne sont plus protégés comme il se doit. La pénibilité réelle de certains métiers n'est pas reconnue, tandis que certaines professions au sein de certains régimes spéciaux ont des avantages injustifiés. Comprenez que ce n'est pas pour traiter en bouc émissaire, par exemple les gens de la SNCF, mais qu'est-ce qui va différencier la pénibilité d'un conducteur de TGV qui est employé de la SNCF et d'un conducteur de TGV qui va travailler sur une ligne privée ou dans des transports ou des watchman fair comme Veolia, Transdev, voilà, qui eux-mêmes mettent des trains. Je veux dire, la pénibilité est la même. Vous conduisez un TGV à 300 km/h, parfois c'est au milieu de la nuit, on est d'accord. Donc pourquoi l'employé SNCF va pouvoir partir peut-être 10 ans avant l'âge légal et l'employé du privé va devoir conduire des trains à 300 km/h jusqu'à 65 ans. Donc, vous voyez, c'est pas comme ça. Il faut travailler sur la pénibilité. On peut comprendre qu'en fonction de la pénibilité de certaines professions, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a posé des canalisations dans le froid, sous la pluie et tout, à 65 ans, d'aller poser encore des tuyaux dans nos chaussées, vous voyez. Donc, c'est tout un travail. Quelle est la pénibilité, de quelle façon, et voilà, effectivement, en fonction de cette pénibilité, on peut appliquer un coefficient réducteur qui permet de prendre sa retraite un peu plus tôt. On ne peut pas dire que une secrétaire dactylo, on va dire, c'est un cliché, hein, une secrétaire dactylo SNCF qui fait ses 35 heures va avoir droit à la retraite à 55 ans. Voilà.
quelqu'un qui travaille au comptoir dans une gare va aussi travailler à 21h ou 22h, mais quelque part, la caissière de votre hypermarché termine aussi à 22h. Et elle touche le SMIC, et puis elle devra bosser jusqu'à 65 ans. Donc, vous voyez, c'est tout un tas de trucs à refaire, et c'est complètement idiot. Alors, les régimes spéciaux, oui, il y a des choses à réformer, il y a des choses qui datent de l'époque des locomotives à vapeur, et on est bien d'accord, hein, et c'est à réformer. Mais en fin de compte, on fait n'importe quoi parce qu'ils veulent surtout diminuer les retraites et puis c'est tout. C'est des mesquins. Enfin bon. Alors, il y a une propagande alarmiste du gouvernement qui cherche à effrayer les Français sur le déficit. Mais il n'est pas véritablement menacé, le Conseil d'orientation des retraites. Qu'est-ce qu'il nous dit? On craint un déficit minime de 7,9 à 17 milliards d'euros à partir de 2025, en sachant que le total des pensions de retraite, c'est 324 milliards d'euros en 2018. Donc, on sera peut-être à 350 milliards en 2025, et on va avoir un souci de 8 à 17 milliards. Donc, c'est rien, quoi. C'est 2 à 5% du montant total. C'est rien, mais on peut les retrouver ailleurs, je veux dire. Vous voyez, non, il n'y a pas urgence à la demeure. L'essentiel, c'est que le financement des pensions de retraite restera toujours la même chose, c'est-à-dire ça représente 14% du produit intérieur brut. Mais, étant donné que le produit intérieur brut augmente au moins de 1% par an, donc le montant total des 14% alloués au paiement des retraites augmente lui aussi de 1 à 1,5% du total du PIB de la France. Donc, la somme augmente très légèrement en même temps que le PIB. Alors, ben voilà, donc il faut des solutions de bon sens pour combler ce déficit, effectivement à la fin des privilèges injustifiés, qui peut aller jusqu'à 5 milliards par an selon la Cour des comptes. Donc déjà, si vraiment il y a des privilèges injustifiés, il faut s'en occuper. Il faut aussi lutter contre la fraude par rapport à l'immigration irrégulière, qui coûterait 10 à 15 milliards d'euros par an selon le Sénat. C'est le Sénat, hein, bon. Et puis de toute façon, il ne faut pas se cacher. Il faut une relocalisation volontariste des emplois industriels sur le sol français. La fin des travailleurs détachés. Ça représente 1 milliard de cotisations annuelles. S'il y a des emplois, il y a des gens qui cotisent. Et ils cotisent pour la retraite, c'est clair. Non, c'est mieux de fermer des usines et de mettre les gens au chômage. Donc du coup, ça coûte de l'argent puisqu'il faut leur payer le chômage. Et derrière, évidemment, ils ne cotisent pas pour la retraite. Et les caisses maladie, les caisses de retraite, elles ont moins de rentrée d'argent. Mais enfin, bon, c'est des vases communicants. Après, ça n'a pas besoin de faire l'ENA. Donc il faut se bagarrer sur les emplois, sur les usines. La dignité de travailler aussi, voilà quoi, je veux dire, de se lever le matin, d'aider sa famille, de pouvoir se projeter grâce à un travail et élever ses enfants et fonder une famille. Enfin bon, et les gens se sentiront mieux que d'être aussi toujours à la traîne de la société. Enfin bon, de toute façon, encore une fois, je dis bien. Que disait Macron? Macron avait reconnu que le système de retraite était financièrement stable et s'était engagé en 2017 à ne pas demander d'efforts supplémentaires aux travailleurs et aux retraités, pas d'allongement de durée, ni de mesure d'âge, ni de baisse des pensions. Ce sont les promesses de 2017. Il avait promis de corriger certaines injustices, la fin des privilèges, il avait promis la hausse des pensions trop basses, et il parlait des inégalités subies par les femmes. Et il nous propose tout l'inverse. Le système à points change le calcul de la retraite et entraîne en réalité une baisse mécanique de 25% des pensions. Parce que c'est calculé sur les 25 meilleures années. Et ce système permet d'écarter dans votre carrière les difficultés de la vie. Quand vous étiez salarié débutant, vous aviez un tout petit salaire, vous avez eu peut-être des années de chômage, etc., etc. Là, on va vous calculer ça sur 43 ans. Vous vous rendez compte que sur 43 ans, vous avez à la rigueur des cotisations presque en temps d'apprenti, vous avez peut-être 2, 3, 4 ans de chômage qui sont dedans, donc avec des cotisations mini.
Donc du coup, ça vous fait tout baisser. Alors effectivement, pour les fonctionnaires, c'est les 6 derniers mois. Mais bon, il y a aussi parfois des évolutions de salaire qui sont un peu plus lentes. Et puis les primes ne sont pas prises en compte dans le calcul des cotisations. Alors vous voyez, à un moment, il faut faire la part des choses, quoi. Après, si on les aligne sur 43 ans, oui, mais il faut réintégrer les primes qu'ils touchent. Donc voilà. Donc en choisissant de calculer les pensions sur l'intégralité des 43 ans de carrière, ben voilà, ils recalculent tout à la baisse, en intégrant donc toutes les mauvaises années. D'ailleurs, le collectif Sauvons nos retraites a estimé que la baisse des pensions serait de 15 à 25% selon les professions. Alors évidemment, comme ça va obliger les Français à recourir à des fonds de pension privés, quoi. Voilà. Et puis, donc, ce que je vous disais en introduction, comme disait Fillon, le système à points permet de baisser directement le pouvoir d'achat en baissant la valeur du point, donc la valeur des pensions. Le gouvernement veut instaurer un dispositif d'équilibrage financier automatique. Tu parles, c'est jamais dans un sens. Hein. En Suède, un système similaire a conduit après la crise de 2008 à une baisse importante des pensions des retraités. Voilà. Le régime de retraite des médecins avait adopté ça, un régime particulier en 2011, et les retraites des médecins baissaient de 10%. Donc, en fin de compte, le gouvernement fait de la communication sur un déficit minime. En aucun cas, il ne propose vraiment une solution concrète avant 2025. Et il utilise les injustices des régimes spéciaux. Certes, il peut y avoir une certaine injustice, mais ça représente 5% des actifs, et on profite de ça pour appauvrir 95% des Français. Donc cela va également aggraver les injustices envers les femmes, dont les pensions baisseront de 9% pour une mère avec un enfant, 10% avec 2 enfants, et pire encore, entre 18 et 24 pour une mère avec 3 enfants. La seule chose de positif, c'est que, soi-disant, le gouvernement ne veut garantir une pension de 1 000 € par mois minimum pour tous ceux qui ont travaillé dur, uniquement avec des conditions très strictes, avec un départ entre 64 et 66 ans minimum. Donc c'est pratiquement impossible à remplir pour les précaires. Et puis en plus, on s'aperçoit que souvent les gens, passés les 50 ans, les 55 ans, parfois leur société ne les garde pas, ils sont mis au chômage d'office. Et donc ça va être complètement délicat de laisser traîner des gens 15 ans au chômage pour leur donner ensuite 1 000 € quand ils auront 66 ans. Enfin bon, voilà. Alors, en plus, il y a un hold-up. Avocats, médecins, infirmières, de nombreuses professions géraient leur caisse de retraite avec rigueur, ce qui a permis de dégager des réserves financières. J'ai notamment le cas des avocats, j'en vous en avais déjà parlé, je crois qu'ils ont 2 milliards d'excédents dans leur caisse privée. Donc, ils ne demandent rien à personne, ils s'assument eux-mêmes. Alors, on leur dit, vos cotisations vont passer de 14 à 28%, on vous rafle l'argent que vous aviez mis sur votre retraite personnelle, privée de votre corporation des avocats, et en plus, vous allez avoir des retraites plus basses. Non mais attendez, c'est hold-up. Donc effectivement, le gouvernement a bien indiqué vouloir mettre la main sur ces réserves pour compenser les caisses qui sont moins bien gérées. Donc une véritable escroquerie, c'est-à-dire que les gens qui gèrent bien leur corporation et leurs prélèvements, et du coup ils vont payer pour tous les autres qui dépensent l'argent sans compter. Là, comme on dit, certaines professions libérales verront leur cotisation doubler alors que leur pension de retraite diminuera. On est bien d'accord. Alors, il faut maintenir ce système de retraite par répartition. C'est hérité du Conseil national de la résistance. Il faut maintenir l'âge légal à 62 ans parce que, franchement, déjà à 62 ans, les gens sont souvent au chômage. Je vous l'ai déjà dit. Durée de cotisation 43 ans. On a déjà monté. On est à 60. On est monté à 62. Bon. Il faut faire des réformes courageuses, chercher la fin des abus, des privilèges de certains régimes spéciaux, mais lutter contre la fraude sociale, la fin des travailleurs, la relocalisation, on est d'accord. Il faut relocaliser l'industrie en France, c'est tout. Même si ça coûte plus cher, c'est pas grave, ça coûte plus cher, mais il y a des cotisations qui rentrent. D'un autre côté, on est gagnant. Unifier les régimes spéciaux avec le régime général, mais sur la base d'une vraie reconnaissance mutuelle de la pénibilité. Il est tout à fait normal que les carrières dans les métiers difficiles soient objectivement compensées. En revanche, certains avantages ne doivent plus être réservés à certaines entreprises particulières. Je prends l'exemple de la SNCF, mais c'est absolument pas pour
pour les traiter en bouc émissaire, mais voilà, c'est un exemple. Ce n'est pas tous les gens de la SNCF qui ont une pénibilité, donc, et il y en a d'autres qui ont des métiers pénibles, qui ne sont pas la SNCF et qui pourraient prétendre à partir un peu plus tôt. Voilà, le but c'est ça, la vraie égalité, c'est ça. Bon. Donc évidemment, il faut renoncer immédiatement à piller les réserves financières et les cotisations les cotisations modérées que les professions libérales ont pu établir grâce à une bonne gestion. Il faut aussi s'engager à l'indexation des pensions et sur l'inflation, puisque là, ils sont gelés, hein, les retraites. Hein. Et puis si on parlait de la demi-part fiscale des veuves et des veufs qui a été supprimée, hein. Il faut garantir une pension supérieure au seuil de pauvreté à tous ceux qui ont travaillé dur, une pension qui sera financée par la fin des abus, notamment sur l'immigration, quand on donne des allocations de solidarité à des personnes âgées qui n'ont jamais cotisé en France. C'est un truc de fou, quoi, je veux dire. Si on distribue déjà l'argent à tous les gens qui viennent s'installer à 60 ans en France, même s'il faut quelques années de présence sur le territoire français, et puis après, voilà, les gens viennent à 60 ans, ils habitent chez les enfants, ils sont hébergés. Après, au bout de quelques années de présence en France, ils ont droit à l'allocation au minimum vieillesse, et allez, tranquille, jusqu'à 80, 85 ans, nous on paye pour des gens qui n'ont jamais cotisé et qui ont fait leur vie dans un autre pays, souvent sur le continent africain, nord-africain, et voilà. À un moment, voilà. C'est pas parce qu'ils sont nord-africains, qu'ils sont musulmans, ils pourraient être roumains, ils pourraient être péruviens, c'est la même chose, je veux dire, à un moment, s'il n'y a plus de sous, on donne l'argent à ceux qui ont cotisé, pas ceux qui arrivent comme ça, les mains dans les poches, en disant moi je vais avoir des droits, mais aussi on a le devoir de cotiser. Enfin, bon, ça me déçoit, je suis déçu. La France me déçoit énormément. Enfin bon. Il faut élargir les garanties actuelles aux femmes pour compenser les injustices subies pendant leur carrière. On ne doit pas avoir à choisir entre vie familiale et professionnelle. Renoncer à avoir des enfants parce qu'on ne s'en sortira plus quand on sera à la retraite. On doit pouvoir consacrer 2-3 ans par enfant à les élever, les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'aller à l'école, à la maternelle. C'est pour le bien des générations futures. Enfin, bon, non, Enfin bon, là aussi, il faudrait reconnaître le travail souvent des épouses d'artisans, d'agriculteurs, qui n'est pas reconnu. Hein. Elles aident à la boutique, elles aident à l'exploitation agricole, et puis en fin de compte, elles ne cotisent pas. Et là, c'est quand même délicat, surtout que la retraite de leur conjoint est souvent minime. Enfin, voilà. Alors effectivement, il faut appliquer des réformes aux nouveaux arrivants sur le marché du travail seulement, et donc garantir les droits acquis, respecter le contrat qui a été établi. Quand vous avez commencé votre activité, on vous a dit la retraite sera à 55 ans, on s'engage sur certaines choses, certaines obligations, mais aussi certains avantages, et on ne peut pas dire en cours de route, ah ben c'est bon, maintenant vous allez travailler 50 plus. Non mais attends, vous voyez, ça se fait progressivement, mais pas comme ça. Enfin, on peut se poser la question sur le fait aussi d'une grève massive des services publics, puisqu'en fin de compte, comme ça, on mécontente beaucoup de Français, et du coup, le mécontentement des Français qui ont besoin de se rendre à leur travail, ça se retourne contre les grévistes et contre les mouvements. Alors, voyez, si on prend l'exemple du personnel hospitalier, qui eux assument leur grève, si vous voulez, mais continuent à assurer les soins. Il est possible donc de se faire entendre du gouvernement, enfin s'il veut bien écouter, sans trop embêter la vie des usagers, sans la rendre infernale. Donc c'est une attitude responsable qui a permis la grande popularité du mouvement social hospitalier, largement soutenu par les Français, parce qu'ils font grève, ils affichent leur grève, mais en même temps, ils assurent quand même les soins, quoi. Donc SOS Usagers, avec Jean-Claude Delarue, avait proposé, donc Debout la France y est associé, une proposition de loi autorisant la grève de la gratuité. Donc les grévistes continuent de assurer leur mission de service public, pour le bien-être de tous, sans faire payer les usagers. Un tel principe ferait immédiatement pression sur les dirigeants en les frappant là où ils peuvent comprendre, c'est-à-dire sur les intérêts financiers, l'argent qui ne rentre plus. Et il serait une très grande popularité sur tous les Français qui
qui ont besoin des transports en commun pour se rendre dans le travail. Alors effectivement, on m'a dit, oui, mais non, mais c'est nul, les gens, ils ont des abonnements au mois, quand vous avez retenu un voyage pour la SNCF, vous l'avez réservé, vous l'avez déjà payé. Oui, effectivement, mais même s'il y a 10% ou 15% d'usagers des transports qui vont prendre ce transport, ils ne vont pas payer. C'est symbolique, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça va marquer. Et puis bon, les autres qui ont déjà payé le mois d'avance, ben, au moins, ils ont payé leur mois d'avance, mais au moins, ils pourront continuer à prendre le train ou à prendre leur transport en commun pour aller travailler. Voilà, au moins, ça sera déjà une compensation. Enfin bon, c'est un sujet très vaste. Hein. Bon, j'ai voulu un petit peu en parler comme ça, parce que c'est l'actualité, mais en marche, en marche. Eh ben, Macron nous fait bien marcher. Bon, en tous les cas, j'espère vous avoir donné quelques petites idées de réflexion, parce que c'est quelque chose d'actualité, hein, avec mes humbles possibilités. Et voilà. Je suis un petit peu déçu de ma dernière vidéo qui parlait des violences faites aux femmes et qui soulevait des points qui ne sont pas évoqués par les médias. Hein, mariage forcé, excision, enfin des tas de choses. Et j'aurais aimé que ces idées ressortent un peu plus. Malheureusement, ma vidéo a fait moins de 1000 vues, ce qui est très très rare, mais bon. Donc voilà, j'espère que celle-ci en fera un peu plus, mais bon, je sais que j'ai des abonnés très très fidèles. Je les salue, je les remercie en tous les cas de tous les commentaires qu'ils veulent bien apporter au-dessous de mes vidéos. Merci. Écoutez, on va continuer. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis la semaine prochaine, la grève continue. Enfin, la SNCF a déjà diffusé des messages indiquant que les trains ne seront pas assurés, qu'il y aura un train sur 5 ou sur 6. Voilà. Donc la SNCF est une très belle machine qui est en train de s'autodétruire. Donc le service public, effectivement, il n'y en a plus. Mais bon, voilà. Je vous laisse. Terminez bien. Merci en tous les cas pour votre écoute. Et puis, si seulement les choses pouvaient s'améliorer un petit peu en France pour le bonheur de tous les citoyens qui habitent notre beau pays. Voilà. Merci, à très bientôt. Allez, au revoir.